Le tableau de la Croix, la liberté guidant le peuple, n'est pas un tableau de petite taille, 3,25 m sur 2,60 m. Ça veut dire bien entendu qu'avant d'entreprendre ce travail, le peintre a commandé un châssis à un menuisier d'une taille extrêmement précise, et cette taille correspond pratiquement 9 fois sur 10 à des formats de composition qui sont déjà préétablis par le peintre. Lettre de Eugène Delacroix, 6 janvier 1849 à Monsieur Jam à Lyon. Monsieur, je vous avais confié au mois de mai de l'année dernière, pour 3 ou 4 mois, mon tableau de la liberté de 1830. J'avais résisté à plusieurs reprises à vos offres, préférant renoncer à ce qu'elles présentaient d'avantageux aux inconvénients nombreux d'un déplacement pour un ouvrage déjà ancien et nécessitant une foule d'opérations toujours dangereuses, telles que clouer et déclouer plusieurs fois la toile, la rouler, l'emballer, la transporter, etc. On retrouve sur cette image le schéma plus classique de composition qu'on trouve souvent aussi dans les livres d'histoire de l'art consacrés à Delacroix, c'est-à-dire une composition évidemment beaucoup moins cherchée, mais relativement efficace, avec ce triangle dont le sommet est donné par le poing et le drapeau du personnage tenu par le personnage principal. Ce triangle va s'accompagner d'un autre triangle inversé, et vous verrez aussi comment ce triangle met en scène en quelque sorte les deux personnages gauche et droite autour de la liberté. Quand un peintre examine un tableau, quand un peintre compose un tableau, il y a aussi une deuxième possibilité qui est offerte, c'est celle que l'on appelle du rabattement du petit côté. À savoir qu'on fait basculer la dimension verticale, en l'occurrence, sur la dimension horizontale. On fait ça avec un compas quand c'est possible, ou on trace autrement. Et cet axe-là est intéressant tout de suite car il détermine la limite de la position du petit personnage de droite. Voilà donc la matérialisation on va dire, de transport du petit côté sur le grand, qui détermine une diagonale qui est très importante dans la composition du tableau. Regardez bien où elle passe par rapport aux différents personnages, ce qu'elle induit dans leur placement, ce qu'elle induit aussi dans le placement des lumières du tableau. Le rabattement dans l'autre sens, c'est-à-dire toujours du petit carré sur le grand à l'intérieur du carré, donc, me donne aussi la deuxième diagonale majeure, on va dire, qui apparemment a bien servi aussi d'axe à la position du personnage principal, c'est-à-dire la liberté. Le carré, cette opération du rabattement du petit côté se fait bien sûr sur les deux côtés du tableau. Donc cette fois, on voit que le personnage qui tient le fusil, longtemps on a considéré d'ailleurs que ce personnage était un portrait de Delacroix lui-même, mais apparemment maintenant cette théorie est très largement remise en question. Alors, quoi qu'il en soit, donc nous retrouvons son carré et nous allons faire la même opération que précédemment, c'est-à-dire tracer les deux diagonales qui servent à la construction de ce rabattement. Alors voilà la composition réalisée avec l'ensemble des diagonales et des tracés obtenus avec le rabattement des petits côtés. Alors si on est très attentif à tous ces mouvements de diagonale, on voit que les personnages, le trio principal, est complètement structuré sur ces assises. Donc on a vu que ce tableau faisait la dimension de 3,25 m sur 2,60 m. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de diviser par exemple la plus grande dimension par la plus petite dimension. On obtient un chiffre qui des fois peut être très intéressant, comme 1,4 qui nous donne le rectangle d'argent,
ou 1,618 qui est lui le rectangle d'or, sachant que ces deux dimensions-là ont été utilisées très souvent par les peintres. Or ce tableau, 3,25 m sur 2,60 m, si on fait la division, on obtient 1,25, ce qui est un chiffre un peu bâtard. Alors on se dit, qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ça? Alors en triturant un peu le tableau avec, pas l'original bien sûr, mais une reproduction avec un papier calque, et dans un format tout à fait homothétique, on se rend compte qu'en définitive, ce tableau est composé de deux rectangles d'or verticaux mis côte à côte. Donc si je sépare ce tableau en deux rectangles, vous voyez à peu près où passe le milieu du tableau, entre le pied du personnage et l'extrémité du poing de la personne, de la liberté qui guide le peuple. Je me retrouve à gauche avec un rectangle dit rectangle d'or, et la première composition qui vient à l'idée dans un rectangle d'or, c'est de tracer le carré de base de ce rectangle qu'on obtient en général par le rabattement du petit côté. Ce qui induit aussi à faire ça, c'est que ici, l'ombre du personnage, l'ombre de son vêtement est vraiment coupée en deux. Il y a vraiment une indication de ligne, et cette ligne se prolonge assez allègrement sous le menton du personnage qui tient un pavé à la main. C'est la première étape de cette construction. Le deuxième carré qui suit le premier, donc qui est dans les proportions rigoureusement identiques au précédent mais de taille inférieure, et positionne lui le personnage de gauche étendu qui est complètement dans la lumière. On verra après comment cette lumière du personnage étendu répond à la lumière de l'autre côté droit du tableau. Cette image-là, c'est simplement le déplacement du rectangle de gauche vers le rectangle, l'autre rectangle d'or de droite, avec au passage la position pile au milieu du tableau de la liberté qui guide le peuple et d'une partie des deux personnages, gauche et droite, tenant leurs armes respectives. Le rectangle, le carré donc, qui sert d'appui au rectangle d'or de la droite du tableau, il est à l'inverse du premier qu'on a vu tout à l'heure, qui passait par le bas du personnage. Et ici, il est axé, en gros, sur la main qui tient le fusil, la liberté qui tient le fusil, et en même temps le haut des tours de Notre-Dame de Paris. Le lieu n'est pas négligeable, il a une valeur symbolique dans le tableau. Et surtout, en haut, on verra ça dans un détail tout à l'heure, en haut de cette cathédrale, il y a les trois couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge, que promène à la main la liberté. La suite de la construction, donc en symétrique, toujours de l'autre rectangle d'or, mais symétrique inversé. Cette fois, le carré qui vient isole un peu plus et met un peu plus en valeur la liberté. La logique veut, en général, quand on cherche la composition d'un tableau et qu'on dispose comme ça d'un ensemble assez royal de deux carrés, la logique consiste à tracer le demi-cercle qui contient la totalité de ces deux carrés. Alors, ce tracé-là, voyez bien qu'il n'est absolument pas neutre, parce qu'il emmène le personnage de gauche, le mouvement et le haut de l'arme du personnage de gauche debout, il passe à la ceinture de la liberté, et il redescend sur la main, pour nous, droite du personnage, équivalent de Gavroche si vous voulez, sur la droite du tableau, en descendant pile à l'autre angle. Voilà donc le demi-cercle parfaitement isolé. Et on va maintenant faire une opération de rotation de ce demi-cercle. On va simplement l'inverser, c'est-à-dire que le diamètre qui est en bas va devenir le diamètre en haut, progressivement. Voilà l'inversion réalisée. Donc ça ne change rien, si vous voulez, à la tête, à la position des têtes des personnages principaux. On profite de la présence du demi-cercle pour regarder comment les personnages peuvent s'installer dedans, et c'est pas tout à fait neutre. Il y a des mouvements qui sont vraiment impliqués
par ce tracé régulateur. On va monter maintenant progressivement par une succession d'images jusqu'en haut du tableau en déplaçant ce demi-cercle. On va regarder un peu en détail maintenant certains personnages qui figurent sur ce tableau, toujours pour s'intéresser à la question de la peinture. Ce personnage est couché en bas à droite, il est mort manifestement. Le tableau de Delacroix a été influencé pas mal par le radeau de la Méduse de Géricault. Et le Géricault avait fait un peu scandale en allant étudier des cadavres directement à la morgue. Le même donc, retourné pour le voir sur un mode vertical, de façon à être attentif un petit peu plus à la façon dont la peinture est faite. On voit Delacroix a beaucoup d'énergie dans ses croquis, mais Delacroix aussi a énormément d'énergie dans ses tableaux, dans la peinture, dans la matière, dans le geste. On peut résumer ça toujours dans cette histoire pour Delacroix et pour bien d'autres peintres, c'est vraiment une matière, un regard et un geste. C'est un leitmotiv, une matière, un regard, un geste, et chez Delacroix c'est particulièrement vivant. Cette étude-là de ce cadavre sent vraiment l'étude d'après-nature. On voit bien que là, Delacroix est allé à la morgue et a travaillé directement d'après un cadavre. C'est pas du tout d'après une reconstitution imaginaire comme les peintres de ce niveau-là en sont capables. On sent vraiment l'étude faite d'après nature. Nature morte ferait un mauvais jeu de mots. Là, on se rend compte évidemment encore plus facilement de cette évidence du travail fait sur le motif. 2, 1, action. Retour à l'ensemble du tableau, passagèrement. Donc on vient de voir les personnages du bas. On va s'interroger maintenant et s'intéresser d'un peu plus près aux personnages vêtus de bleu, blanc, rouge, en transition entre le personnage mort en bas à gauche et le personnage vertical vivant de la liberté. On a une très belle trajectoire, un très beau mouvement de ce personnage, un gros plan sur le personnage dans un très beau travail qu'a fait Alain Jaubert sur Delacroix. Et un détail nous montre que du sang coule un petit peu de la poitrine de ce personnage. La question que je me pose personnellement, c'est quelle est la nature de ce personnage, homme ou femme? Ce personnage, le seul du tableau vêtu délibérément de bleu, de blanc et de rouge, qui sont les trois couleurs récurrentes du tableau, est considéré par Jaubert comme un homme de plus dans le tableau. Et j'avoue que cette interprétation me laisse un petit peu sceptique. Je trouve que le choix de l'habillage, symbole de liberté, renvoie à l'autre personnage vertical qui lui est complètement en vie, ce personnage étant blessé, et qui marque une transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Je le trouve d'une nature un tout petit peu androgyne. C'est un point de vue, il est probablement discutable. Si vous avez des avis sur la question, nous serons très très heureux d'avoir votre point de vue. La peinture de Delacroix, même dans le portrait, reste aussi énergique. On imagine facilement que les valeurs ont d'abord été posées dans des teintes très foncées et que contrairement aux techniques plus classiques ou plus anciennes de Glacis, Delacroix, lui, travaille dans l'empattement. On voit très bien que les couleurs claires de chair et les lumières sur les chairs sont montées progressivement et on peut dire pratiquement dans le frais, ce qui justifie un peu d'épaisseur. Très belle façon de poser les lumières sur la partie gauche du visage de ce personnage. Regardez bien les empattements. Là aussi, posés dans le frais. On connaît énormément de croquis préparatoires faits pour ce portrait par Delacroix. Et toujours pour en revenir à Alain Jaubert, il fait remarquer très justement dans le tableau que la liberté
regarde derrière elle. Le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, n'a pas vraiment été apprécié par les contemporains de Delacroix. Je ne parle pas des artistes, il n'y a pas eu de problème, au contraire, mais un certain nombre de critiques de l'époque, hormis Baudelaire évidemment, ont trouvé ce tableau parfaitement déplacé et de relativement mauvais goût. Avec ce travail sur le nu, sur ce torse dépoitraillé, cette chemise à moitié arrachée, Delacroix pourtant n'a fait que reprendre une symbolisation de la liberté par la femme, mais on était à ce moment-là dans le concept d'une nudité stylisée. Or là, il se passe quelque chose d'intéressant. La tête du personnage est relativement idéalisée, un peu irréaliste, et le bras, le torse, la poitrine, elles sont complètement réalistes. Et c'est cette réalité-là qui a beaucoup choqué. Delacroix avait déjà traité la vision de la poitrine dans un autre tableau, c'était la Grèce expirante sur Erwin Missolonghi, toujours un peu la même idée, une poitrine largement entrevue à travers un vêtement entrebâillé. Là, personne n'avait trouvé à dire quoi que ce soit. Ici, il a été reproché à Delacroix d'avoir sali la poitrine de son personnage. N'oublions pas que c'est une révolutionnaire, qu'elle est dans la rue, qu'elle a un fusil à la main, qu'elle a dû tirer avec son fusil en prenant appui sur sa poitrine, et évidemment, la poudre a sali les seins. Et ça n'a pas du tout été apprécié. Une femme avec des seins sales, et surtout avec de la poudre de fusil, franchement, non, ça ne se fait pas. D'autre part, Delacroix s'est risqué à suggérer de la pilosité sous les bras de la liberté. Les conventions du nu de cette époque-là acceptaient le nu sans trace de poils. Alors pourquoi ce choc? Deux raisons. Donc celle qu'on vient d'expliquer, le nu n'existe pas poilu en peinture, pas à l'époque. Et d'autre part, il s'agit d'une femme demi-nue dans la rue, entraînant des gens avec elle. Je ne sais pas si on imagine bien ce que ça peut signifier pour l'époque. La liberté guide le peuple à demi nu dans la rue. Mais où va-t-on? Les massacres de Kyo, c'est la dernière toile que Delacroix a fait avant la réalisation de La liberté guidant le peuple. L'engagement politique de Delacroix par rapport aux événements contemporains existe réellement. Il a été très très marqué par ce qui s'était passé en Turquie et en Grèce. Et ensuite, il s'est trouvé très marqué par ce qui s'est passé en France dans les années 1830, pendant ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Ce qui est intéressant, c'est de comparer toujours les dimensions des tableaux. Celui-ci est énorme, puisqu'il fait en gros 4,15 m sur 3,60 m. Et vous allez voir que Delacroix en parle beaucoup dans son journal. Toujours partir des esquisses, dit-il. Et vous allez voir que ce tableau, qui fait plus de 4 mètres de haut, les premiers croquis font à peine 10 cm de côté, jusqu'à une aquarelle qui fait, elle, 30 cm sur 30 cm, qui est à peu près la composition terminée. Donc un schéma pour montrer la taille des esquisses dont on vient de parler. Et il faut bien penser qu'à cette époque-là, et Delacroix le dit très bien dans son journal, tout passe par des esquisses préalables. Les toutes premières idées, à gauche et à droite, ces dessins à la plume, ces croquis, on pourrait dire, font à peine 20 cm de côté. On a un peu moins de schéma. On a des croquis préparatoires concernant la liberté guidant le peuple, on va les voir. Les croquis de Delacroix sont à eux-mêmes des petites merveilles. Tout son génie de dessinateur, toute l'explosion graphique, toute cette espèce de rage contenue dans le personnage explose dans les croquis.
Ce qui est intéressant à noter dans ces tout premiers croquis préparatoires à la liberté, c'est que, regardez bien l'indication de la lumière sur le bras. Cette indication de lumière est posée dès le départ et ne changera pratiquement pas de toute la réalisation du tableau. La ligne est toujours extrêmement vivante, extrêmement jaillissante. Le trait suit à grand-peine l'euphorie qui accompagne en général la naissance de l'idée. Delacroix fera des croquis de parties un peu plus précises pour des éléments plastiques, par exemple le personnage tenant la barre du drapeau, le gant de ce personnage qu'on retrouve dans le bas du tableau. Delacroix a été témoin des événements de 1830 qui ont été très sanglants, tout comme Goya au moment des désastres de la guerre, à partir de croquis faits sur place. Delacroix aussi a travaillé d'après ce qu'il a vu concernant le vêtement d'un certain nombre de personnages du tableau. Delacroix est allé aussi très loin dans ses croquis préparatoires. On connaît énormément de croquis préparatoires faits pour ce portrait par Delacroix. C'est un type de femme assez courant chez lui, un type qui a inspiré quand même pas mal de croquis qu'il a pu faire en Grèce et qu'il a pu faire d'après bien sûr les sculptures et les sculptures grecques. Quelques détails maintenant pour examiner un peu la façon de peindre de Delacroix. Alors Delacroix travaille manifestement en clair sur foncé. Il y a beaucoup de fonds qui sont posés et les clairs sont montés par-dessus par couches successives, ce qui donne à l'écriture une grande nervosité et en même temps une grande fluidité. On voit très bien comment le travail de blanc, des clairs, des tons clairs, vient par-dessus les tons foncés, et en même temps on imagine que c'est une extrême jouissance de peindre de cette façon-là, car on resserre à chaque fois un peu plus le dessin. Le geste est franc, énergique, des fois c'est du foncé sur du clair, des fois c'est des clairs sur des foncés. On voit très bien que ce travail-là est fait quand même avec une grande assurance. Travail de fond aussi, pinceau, très large, coup de brosse énergique. On voit aussi le travail qui consiste à revenir par endroits sur certaines parties du dessin qui sont posées et resserrer. On sait que des gens comme Bonnard et comme un certain nombre d'autres impressionnistes se sont rendus compte que la lumière, si on l'observait bien, avait tendance à manger les contours des choses. On rappellera aussi pour mémoire que Delacroix est mort en 1863 et que c'est en 1863 que le tableau de Monet Impression au soleil levant a été exposé pour la première fois et qualifié d'impressionniste. Delacroix est contemporain de Chevreul. Chevreul, c'est le monsieur qui a en quelque sorte inventé le grand cercle chromatique. Il a pu par observation constater que sur les cercles chromatiques ainsi obtenus, les couleurs complémentaires étaient toujours diamétralement opposées. C'est une découverte contemporaine que Delacroix a très vite essayé d'utiliser. Par exemple, dans ce détail du bas du tableau, on voit ce pied, cette chaussette bleue, à côté d'un pied résolument orange. On est sur des couleurs complémentaires. Dans le haut du tableau, Delacroix a réussi à opposer un peu de rouge orangé à quelque chose qui a probablement un peu viré avec le temps, car on sait que les bitumes sont remontés chez Delacroix. Mais on peut imaginer que ce bleu était à l'origine légèrement verdâtre. Enfin, sur la droite du bleu du drapeau, le ciel ici était probablement chargé d'un peu d'orangé. Comme vous constatez, cette image est très légèrement différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Elle contient en légère superposition le traitement d'image au niveau seuil qui permet d'isoler les noirs et les blancs. On va glisser progressivement de la couleur au noir et blanc
pour montrer que, en dehors de la composition purement plastique, c'est-à-dire les structures du tableau, Delacroix a aussi fait un énorme travail de composition sur les lumières, sur l'équilibre des lumières. On sait qu'en général, le peintre dispose de 2 contrastes pour faire vivre son travail, c'est clair sur foncé ou foncé sur clair. Vous allez voir que Delacroix a dynamisé complètement cette composition, pour ne pas dire dynamité, avec ces échanges, ce dialogue noir et blanc très fort à l'intérieur du tableau. Je vous laisse regarder comment les choses circulent et comment cet équilibre se joue presque à 50-50 dans la répartition des valeurs. À l'époque où Delacroix peint son tableau, il a une trentaine d'années, et ça c'est un autoportrait à peu près contemporain de cette époque-là. Delacroix, donc, on disait tout à l'heure, est mort en 1863. L'impressionnisme est né pratiquement, historiquement, cette année-là, avec le tableau de Monet, Impression Soleil Levant. Cézanne s'inscrit non pas dans l'impressionnisme, mais dans la suite de l'impressionnisme. Il a fait énormément de travaux de jeunesse inspirés par Delacroix. Ce très beau portrait témoigne son admiration pour ce peintre. On sait que Cézanne a évolué très lentement. Au départ, ses tableaux sont très empâtés, vraiment très chargés. Beaucoup de copies d'après nature, d'après les tableaux des maîtres, d'après Rubens, beaucoup d'après Delacroix. On sait que Cézanne est allé très loin dans la peinture, dans son évolution, que Cézanne, tel que le monde se détaille d'une baigneuse, a ouvert la porte au cubisme, donc à toute la peinture contemporaine. Delacroix, on va le situer, si vous voulez, en charnière entre Poussin et Cézanne. Poussin clôturant une culture tout à fait classique, issue de la Renaissance, et Cézanne ouvrant tout le pan de la peinture et de l'art contemporain. Ceci grâce à Delacroix.